Mardi dernier, Israël a frappé à Doha des dirigeants du Hamas dans un contexte de violence toujours plus intense à Gaza depuis le 7 octobre 2023. L'attaque a provoqué une onde de choc diplomatique. Le Qatar a dénoncé un terrorisme d'État, accusé Benyamin Netanyahou d'avoir tué tout espoir de libération des otages et menacé de se retirer de son rôle de médiateur. Dans ce climat de violence et de défiance, Elias Sambar, historien et négociateur des accords d'Oslo en 1993, nous invite à élargir le regard sur ce conflit et à comprendre les racines et les enjeux de ce qui le traverse. L'histoire de la Palestine, de la Nakba à aujourd'hui, demeure indispensable pour éclairer l'impasse présente et penser la possibilité même d'un avenir. Bonsoir Elias Sambar. Bonsoir. Vous faites reparaître aux éditions du Seuil la Palestine expliquée à tout le monde dans une nouvelle édition passionnante. Merci à vous d'être présent ce soir dans Question du Soir. Merci de m'avoir invité. L'attaque sur le territoire du Qatar, c'est une atteinte à notre souveraineté. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, le Qatar est un médiateur qui a participé à la médiation de nombreux conflits. Lorsque le bureau du Hamas a été installé au Qatar, cela s'est fait en coordination et à la demande des Américains ainsi que des Israéliens. Ils l'ont utilisé comme canal de communication pour Gaza pendant toutes ces années. C'est du terrorisme d'État. C'est ainsi que je qualifie cet acte. Nous avons été trahis. Quand nous discutions avec les Israéliens, nous pensions avoir affaire à des acteurs réguliers. Mais Netanyahou, lui, n'a aucune limite. Il doit être traduit en justice. Et je pense que ce qu'il a fait hier a tout simplement tué tout espoir pour ses otages. Comment est-ce que vous analysez, Elias Sambar, ces attaques menées par Israël à Doha contre des dirigeants du Hamas? Est-ce que, comme on vient de l'entendre à l'instant, les perspectives d'une trêve s'éloignent encore? Il faut voir, avant de tirer les conclusions. Par contre, je crois qu'il y a deux leçons ou deux enseignements, deux constats à tirer de cette attaque, qui est une attaque totalement illégale, en contradiction avec le droit, contre un pays souverain, bref, ce que tout le monde sait et répète. Le moment où l'attaque est intervenue n'est pas anodin. Vous savez, ça faisait quelques jours que les Américains avaient ouvert un canal de négociation parallèle avec le Hamas. Et ça faisait quelques jours qu'ils ne communiquaient pas les détails à Israël. Israël, donc, a frappé la négociation elle-même pour que les Américains ne parviennent pas à instaurer un cessez-le-feu selon leurs propres conditions et à venir simplement tenir Israël, avertir Israël de la chose. Mais il y a une deuxième leçon qui est la plus grave, je crois. C'est que cet acte, qui est un sabotage d'une initiative américaine, en fait, puisqu'ils veulent ouvrir une voie en négociant, eh bien, nous allons liquider les négociateurs, c'est ça. C'est un propos de gangster, c'est un propos de gang de voyous. Et c'est ce qu'il y a aujourd'hui au pouvoir en Israël. Par contre, ce que ça montre, c'est que dans la matinée de l'opération, des nouvelles arrivaient de Washington que Trump était en fureur. À 4 heures de l'après-midi, le même Trump, furieux, appelle Netanyahou pour le féliciter de la qualité technique de la frappe. Donc, nous venons de constater une chose que nous avions déjà réalisée depuis le début de cette guerre avec Biden. C'est les Israéliens qui dictent les conditions aux États-Unis et pas l'inverse, contrairement à ce que tout le monde pense. Et là, on a un exemple flagrant de ces changements dans le rapport de force, dans le comportement, et qui oblige à recommencer à penser autrement la relation entre les États-Unis et Israël. Israël n'est pas l'instrument, Israël dirige sur un certain nombre de questions. C'est Israël qui décide et les Américains avalent les couleuvres. Aujourd'hui, on peut se rappeler que Biden a passé quand même des années au poste. Il a organisé le plus grand nombre de ponts aériens, de bombes, de missiles. Et il a passé des mois à demander à Netanyahou de pouvoir faire entrer, lui, un camion de vivres. Il n'a jamais eu l'autorisation. Ça en dit très, très long sur cette relation qui semblait toujours être instrumentalisée, un peu complotiste. Israël n'est qu'un outil aux mains des Américains. C'est pas vrai.
C'est pas vrai. Dans le rapport de force, c'est pas vrai. En tout cas, dans ce cas précis, c'est pas vrai. Et donc là, ça oblige à tirer des conséquences. Un, sur cette relation, qui n'est pas du tout comme on l'imagine. Deuxièmement, sur un constat. Est-ce que, je le pose sous forme de question, parce que c'est une chose en cours, hein, elle n'est pas terminée. Est-ce que nous sommes en train d'assister à un déclin réel de l'empire, j'entends, américain? Et je me demande si cette voie n'est pas amorcée. On ne s'en rend pas compte parce que vous avez un chef d'État américain qui passe son temps à rouler des mécaniques et à faire des menaces. Mais quand on y pense finalement, au bout, je ne sais pas, ça fait 1 ou 2 ans qu'il est élu, ou 1 an. Qu'est-ce qu'il a réalisé, Trump, jusqu'à aujourd'hui, qu'on me donne un... Il voulait le Canada, ça n'a pas marché. Il voulait le canal de Panama, ça n'a pas marché. Il voulait le Groenland, ça n'a pas marché. Il est élu depuis le mois de janvier seulement. Il a s'embarré. Voilà, 1 an donc. Hein? Absolument. Non, moins. Un peu moins. Voilà. Dans quelques jours, la France, dans le cadre de l'Assemblée générale des Nations Unies, reconnaîtra l'État de Palestine. Pour les Palestiniens, et j'entends bien pour le peuple palestinien, qu'est-ce que cela permettra? Qu'est-ce que cela pourrait leur apporter aujourd'hui dans le cadre de cette guerre effroyable qui sévit à Gaza et dans la colonisation qui s'étend en Cisjordanie? Beaucoup de voix, y compris palestiniennes, disent oh, c'est formel, c'est une histoire un peu symbolique. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que c'est une reconnaissance de la Palestine. Et quand vous dites que je reconnais, parce que les Nations Unies et les autres organes ont pour membres des pays. Parce que les États peuvent tomber, les États peuvent changer, mais le pays est membre. Bon. Donc c'est une reconnaissance de la Palestine qui est en cours. Dans cette reconnaissance de la Palestine, vous reconnaissez un endroit qui s'appelle la Palestine. Si vous reconnaissez cet endroit, vous dites très clairement qu'il a un peuple. Si vous reconnaissez ce peuple, à la seconde où vous faites une reconnaissance d'un lieu et de son peuple, vous donnez à ce peuple l'évidence, le fait qu'il détient un droit à l'autodétermination. Le fait que ce peuple aujourd'hui et que cet endroit soit occupé ne change rien à la reconnaissance. La reconnaissance est une reconnaissance de l'autodétermination, donc de l'existence d'un peuple dont depuis plus d'un siècle on dit qu'il n'existe pas. Donc on est là au fond du nœud du problème. Ce n'est pas les seuls pays ni les premiers qui reconnaissent. Il faut le dire, cela aussi. On est déjà à 149. On n'a plus de pays qui ne reconnaissent que de pays qui reconnaissent Israël à l'ONU. Bon. Mais qu'est-ce qui est très important là? 2 choses. Parmi le groupe des pays qui a annoncé qu'ils allaient reconnaître, et là c'est une très belle victoire politique, vous avez 2 pays, et je les ai pratiqués à l'UNESCO, mais qui étaient, à mort contre toute décision, tout texte palestinien. Donc c'est un vrai renversement. Les Australiens et les Canadiens. Et puis il y a autre chose qu'il ne faut pas sous-estimer, ce n'est pas du symbole. La France possède, et ça je l'ai expérimenté sur d'autres questions diplomatiques, un pouvoir d'entraînement. C'est une réalité. Avant qu'on entre à l'UNESCO, il y avait 5 à 6 pays européens qui avaient annoncé officiellement qu'ils s'abstiendraient. Le jour où la France a annoncé qu'elle allait voter pour, les 6 qui avaient déjà pris position publiquement pour l'abstention ont changé et ont voté pour. Il y a une capacité très importante pour la France et qui est historique. On verra à quoi elle est due, on peut en parler longuement. Mais là, ce qu'il faut dire, il y a un pouvoir d'entraînement. Et ça, ce n'est pas un détail non plus, et ce n'est pas symbolique. Vous faites paraître à nouveau dans une nouvelle édition, aux éditions du Seuil, cet ouvrage intitulé « La Palestine expliquée à tout le monde », Elias Sambar. Et le livre s'ouvre par cette question: quand commence l'histoire de la Palestine? Alors je vous la pose également. Comme vous l'avez lu, vous devinez un peu ce contre quoi je veux mettre en garde. C'est pour ça que je vous la pose. Bien sûr. J'ai bien compris. Vous savez, c'est une histoire qui est écrasée sous les lectures théologiques et qui font qu'on est toujours dans le religieux pour commencer à spécifier une question de point de départ, le début. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a autant d'histoires que de périodes. Si vous me parlez des Ottomans, je vous dirais, bon, en gros, ça commence en 1517, quand les Ottomans vont conquérir ce qui s'appellera les provinces arabes.
Si vous me parlez des Cananéens, je vous dirais, bon, c'est à tel millénaire avant. Si vous me parlez des Philistins, je vous dis, c'est avec les peuples d'Amer qui arrivent de la Crète. Si vous parlez des Hébreux, parce que les Israéliens, dans la Bible, ils ne se font pas appeler Juifs. C'est la tribu des Hébreux. Je vous dirais, voilà, il y a telle attestation, etc. Donc, sortir du carcan, du point originel. Pourquoi? Parce que sur le plan d'un conflit dans lequel l'une des parties a en permanence, pendant des années et des décennies, dit « j'ai un droit exclusif sur cette terre parce que je suis antérieur. J'étais là avant. Personne n'était là avant. La Palestine a été, dans sa plus vieille histoire, plurielle. Il y avait des Cananéens, sur la côte il y avait des Phéniciens, dans le sud, à Gaza, il y avait des Philistins, et ainsi de suite. Il y avait des Hébreux dans l'actuelle Cisjordanie, d'ailleurs, pas sur la côte, et ainsi de suite. Et même Jérusalem était, dès le départ, un lieu de pluricomposé, si vous voulez. Donc il faut très, très, très urgemment casser cette histoire de l'antériorité. Pas pour faire d'autres façons de remonter l'histoire. Si quelqu'un veut remonter, il peut remonter. Mais sauf que cette histoire de l'antériorité, j'étais là avant toi, a créé une approche totalement fausse, qui est une sorte d'escalade dans le temps. Pour dire à chaque fois qu'on trouve une poterie, ah, j'ai trouvé une poterie cananéenne à Naplouse. Il n'y a pas de poterie hébraïque. Donc, ah, on était là avant, et ainsi de suite. L'archéologie, justement, dans cette région, est un instrument politique extrêmement fort. Hein. Complet. Et surtout, l'antériorité n'est pas simplement un droit de présence. C'est un droit de présence exclusive. Donc, d'expulsion. Je vous pose la question, une autre que vous posez justement dans ce livre, et qui est, selon moi, la question miroir. Peut-on dire alors que la Palestine commence avec l'État d'Israël? C'est ce que les Israéliens disent, dans une sorte de réflexe très, très colonialiste, d'ailleurs. Vous le dites en souriant. Hein. À savoir, ils n'ont jamais existé. Par une espèce de coup d'immense jalousie, ayant vu que nous avions, nous, réussi à fonder un pays, un État, ils se réclament de leur capacité d'être un peuple. On n'a pas attendu 1897 avec la publication de l'État des Juifs, qui est le livre fondateur de Theodor Herzl, pour exister. On a toujours existé, mais on a existé dans une forme très belle. D'ailleurs, les Israéliens feraient bien de s'en inspirer. On a existé dans une société extrêmement intéressante parce qu'elle est structurellement plurielle. Elle est structurellement plurielle. Elle a toujours été plurielle. Et le jour où elle perdra sa pluralité, elle mourra. Le jour où la Palestine sera exclusivement juive, elle mourra. Le jour où la Palestine sera exclusivement musulmane, elle mourra. Et ainsi de suite. C'est une société qui vit de cette richesse fantastique parce que nous avons un rapport très... Quand même, c'est de la Terre Sainte, hein, où la religion est omniprésente et le monothéisme, pas n'importe quelle religion. Les trois sont là. Les trois monothéismes. Les trois sont là. Et je vous dirai après une chose tout à fait rigolote qui s'est passée pendant les négociations, où tous les trois religions affirmaient qu'ils avaient le même Dieu, sauf que dès qu'on commençait à négocier, chacun disait « mon Dieu est plus souverain que le tien ». Donc des négociations des accords d'Oslo. Voilà. On se retrouve avec trois dieux quand on parlait de Jérusalem, mais tout le monde disait « ah, mais on est monothéiste, hein, il y a un seul Dieu ». Et tu parles, ils étaient tout d'un coup trois. Bref. Donc, dans cette idée de la présence sur cette terre, il y a un rapport religieux, je ne parle plus de la religion, mais du religieux qui est particulier. Les enfants de cette terre estiment qu'ils sont dépositaires de tout ce qui s'y est passé. Les chrétiens palestiniens sont chrétiens, mais ils vous diront que et l'histoire juive et l'histoire musulmane leur appartient. Il y a un côté d'appartenance, hein, de propriété, pas d'appartenance. Ils appartiennent à leur religion. Et ils ont une propriété sur tout ce qui s'est passé dans ce lieu. Et c'est la spécificité de ce lieu qui s'appelle la Terre Sainte, qui est unique sur la planète, qui est très petite, en surface très petite. La démographie n'est pas gigantesque. Mais c'est un foyer. Et j'ai toujours pensé que c'est une caisse de résonance de la planète, la Palestine. C'est une caisse de résonance. Et on le voit. On le voit malheureusement dans les moments difficiles, dans les guerres, dans les affrontements. Mais c'est une caisse de résonance.
Je vais revenir sur cette expression caisse de résonance, Elias Sambar, mais une autre citation au sujet de laquelle je souhaitais vous interroger. Vous dites, puisque c'est un échange, hein, ce Oui, livre, c'est le style oral que vous employez tout du long. Vous dites la perpétuation du conflit, l'interminable occupation, l'exil qui ne cesse de se prolonger ont longtemps affermi une conviction des Palestiniens. Les Juifs commettent contre nous ce que les nazis ont commis contre eux. Est-ce à dire qu'il nie ou qu'il renie la singularité de l'Holocauste? non, parce que je le dis précisément pour dire que c'est pas ça. Je ne dis pas que les Justement, c'est pour ça que je Palestiniens vous le permets de le disent. dire. Oui. Il fallait lire tout le passage. Non. Il a eu une tendance à un moment, pour certains, de dire « nous sommes les Juifs des Israéliens. Nous sommes leurs Juifs ». Et j'ai toujours proposé une autre réponse « nous sommes leurs peaux rouges, nous ne sommes pas leurs Juifs ». Et il y a une différence quand même fondamentale. Pourquoi? Et c'est ce qu'on est en train de voir à l'œuvre à Gaza. Pour le nazisme, les Juifs devaient disparaître où qu'ils soient, quoi qu'ils fassent. Il fallait une abolition totale. D'ailleurs, il y a un des livres fondamentaux qui s'appelle « La destruction des Juifs d'Europe », qui est, je crois, un des meilleurs livres. C'est Pierre Vidal-Naquet qui me l'avait fait connaître sur cette question de l'Holocauste et de la Shoah. Dans le cas des Palestiniens, vous aurez la vie sauve si vous videz les lieux. Pas parce que vous existez. Si vous sortez de la Palestine, si vous allez ailleurs, si vous devenez des absents perpétuels, vous aurez la vie sauve. L'acharnement à Gaza, aujourd'hui, cette folie furieuse, et qui est un génocide, hein, on le voit maintenant, vient du fait que les Palestiniens ne partent pas. Si les Palestiniens, les 2 millions de Palestiniens de Gaza avaient dit « très bien, on va partir, faites vos vives-là avec vos projets de Riviera, etc. », ils leur auraient même offert le transport. Mais parce qu'ils ne peuvent pas partir et parce qu'on comprend bien qu'ils ne le souhaitent pas non plus. Parce que Ils ne souhaitent pas parce que ce qui choque, mais dans le sens positif, les Israéliens, c'est qu'ils se rendent compte que ces gens sont de là. C'est pas... Vous savez, il y a dans la mentalité, dans la construction d'Israël, il y a une chose qui s'est construite au fil des années, comme il y a toujours de nouveau cette histoire de l'antériorité, de l'exclusivité. Puisque vous êtes exclusivement propriétaire d'un lieu, quiconque s'y trouve est un squat, c'est un squatter. Donc, les squatters, en plus ici c'est des bédouins, d'après les clichés orientalistes, qui bougent en permanence. Vous savez, les bédouins se déplacent. Bon, il faut qu'ils partent. Ils ne sont pas d'ici. Je reviens à la question de la reconnaissance. Dans la reconnaissance, la notion de peuple est fantastique. Elle dit qu'ils sont d'ici. Ils sont là, ils sont chez eux. Maintenant, le problème est, est-ce qu'on peut être chez soi avec d'autres? Oui. Est-ce qu'on peut être chez soi avec d'autres qui ne veulent pas que vous soyez chez vous? Non. Et c'est ce qui ne marche pas. Depuis un siècle, ça ne marche pas. L'idée de vous êtes de trop, il faut partir, ne marche pas. Et à Gaza, c'est vrai que les frontières sont fermées. Mais vous savez, s'ils avaient dit on veut partir, les pays arabes auraient dit bon, puisque eux veulent partir, on ouvre les portes. C'est pas simplement le fait que les frontières sont fermées. Mais surtout, on a eu un moment inouï avec la première trêve que Netanyahou a violée il y a quelques mois. Ça s'est calmé. Et il y a eu les appels à partir, puisque c'est calme. On a vu, et ça vous avez dû le voir comme tout le monde, des dizaines et des dizaines de milliers de pauvres gens qui, au lieu d'aller vers la frontière, ont commencé à remonter dans la bande de Gaza et ont été remettre leurs tentes sur les débris de leur maison. Parce que dans leur tête, ils rentraient chez eux. Et ça a été un moment spectaculaire et pour nous bouleversant, ces images, qui montrent à quel point nous sommes d'ici. On le paye très cher. Aujourd'hui, on ne dit pas assez ce que c'est que d'avoir 30, 40, 50 000 enfants tués, pas morts, tués parce qu'ils n'étaient pas malades, ils n'étaient pas vieux. S'ils sont morts, c'est qu'ils ont été assassinés. Et cela, vous parlez un peu par rapport à l'avenir, vous disiez un peu quelques mots tout à l'heure. Il faut commencer à réaliser à quel point ça va revenir. À un moment, il va falloir bien parler. Le dialogue va être très, très difficile à reprendre. Parce qu'il y a ces milliers d'enfants tués. c'est très beau, Elias Sambar, parce que je relève le fait que vous ne dites jamais c'est chez nous, vous dites nous sommes d'ici. Bien sûr. C'est très différent. Vous
dites également, et vous venez de le dire, que la Palestine est une caisse de résonance qui vibre partout à travers le Oui, monde. Et c'est vrai que lorsqu'on parle de Gaza, de ces 365 kilomètres de terre, cette petite bande à côté de la mer, dans le fond, où qu'on aille dans le monde, cela signifie quelque chose, ce conflit. Chacun y raccroche ses doutes, ses horreurs, ses attentes, ses espoirs. Comment est-ce que vous l'expliquez? ça c'est d'une part le fait que nous avons tenu tête depuis un siècle. Nous ne sommes pas sortis du paysage, nous ne sommes pas sortis du décor. Le projet était celui-là, qu'on disait très bien, on va dans l'absence. Et une partie d'entre nous a été mise à la porte, et c'est les réfugiés aujourd'hui, c'est quasiment 60%. Nous sommes à peu près maintenant 14 millions. 60% sont des gens qui sont en dehors de ce qu'on appelait, nous, la Palestine historique, c'est-à-dire la Palestine d'avant 48, en termes de territoire. Il y a un secret, c'est pour ça que je vous le disais, c'est pas n'importe quel lieu. Qu'est-ce que c'est qu'une terre sainte? Beaucoup de gens pensent que c'est une terre dans laquelle il y a des lieux saints. Pas du tout. Lourdes est un lieu saint. La France n'est pas une terre sainte. Fatima est un lieu saint pour les catholiques. Le Portugal n'est pas une terre sainte. Jérusalem est un lieu saint, Bethléem est un lieu saint, Hébron est un lieu saint, ainsi de suite. Qu'est-ce que la Terre Sainte alors? C'est une terre qui a la capacité de sanctifier tout ce qui s'y trouve. C'est le seul coin au monde où il y a cela. Tout est sanctifié. Et c'est assez extraordinaire parce que c'est vécu comme tel, y compris par les Palestiniens athées. La condition pour réaliser ces choses n'est pas d'adhérer à une religion ou de pratiquer une religion. Même les super laïcs palestiniens fonctionnent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en parlant d'un sentiment de propriété. Tout ce qui s'est déroulé. Moi, je viens d'une famille chrétienne. Moi, je suis un laïc, je n'ai pas de pratique. Mais tout ce qui s'est passé est à moi. Ça veut dire que vous avez ce même rapport aux lieux saints, que vous les sanctifiez vous-même de la même façon lorsque Je ne les vous les sanctifie approchez? pas, je les vénère. C'est très différent. Et vous savez, ça a été le grand conflit dans les églises au début de la chrétienté, parce qu'il y a eu la question des statues et les images. Et beaucoup de chrétiens, notamment dans les églises orientales, ont dit « c'est du paganisme, vous êtes en train de fabriquer de nouvelles idoles ». Et il y a un saint C'est un conflit qui traverse toute l'histoire de la chrétienté, par ailleurs. extraordinaire qui a dit il faut commencer à faire la distinction entre l'adoration et la vénération. C'est pas la même chose. Donc les icônes sont vénérées, elles ne sont pas adorées. Mais c'est vrai, je sens que c'est à moi. Même si je ne vais pas à l'église, je suis passionné par la connaissance des trois religions. Et je ne suis pas le seul. C'est très, très courant. Parce qu'il y a un sentiment de... Vous savez, quand il y a eu le 7 octobre, j'ai appelé un très bon ami, un Palestinien, qui vit dans ma ville natale, à Haïfa, qui est député à la Knesset. Je l'ai appelé juste pour voir un peu les réactions. Qu'est-ce qu'il n'a pas arrêté de me répéter? Une phrase, il était bouleversé. C'était ça. C'est pas nous, ça. Nous, c'est pas ça. Vous voyez, donc, si vous lui demandez, c'est qui vous? Il vous dira ce que je vous dis. C'est pas nous, ça. Donc, et d'ailleurs, on a été nombreux, je n'ai pas été le seul, à dire c'est un crime de guerre, tout de suite. Occupation insupportable, bien non, c'est un crime de guerre. Mais on ne résout pas un crime de guerre en commettant 10 ou 12 par jour pendant 2 ans. C'est ce qui est en train de se passer. Et vous avez parlé de la surface de Gaza. Il faut que les auditeurs réalisent, c'est un trou. Vous savez, 360 km², c'est 36 par 10. C'est minuscule. C'est minuscule. Où que vous frappez, vous touchez et vous tuez. Quand on sait maintenant, d'après des études d'instituts tout à fait sérieux, que Gaza a déjà reçu 4 fois le tonnage d'explosifs de Hiroshima, vous imaginez les dégâts. D'ailleurs, on le voit aussi dans la destruction, etc. Vous tuez à tous les coups. Et avec cela, et malgré ces peines, ils ont joué la famine, ils ont joué les meurtres d'enfants, il n'y a pas les vengeances contre la population civile. Ils ne partent pas. Ils ne partent pas. Ça, moi-même, je peux vous le dire, mais très honnêtement, je ne sais pas comment ils font.
Merci beaucoup, Elias Sambar. C'est moi. Je rappelle le titre de cet ouvrage, une nouvelle édition qui paraît aux éditions du Seuil, La Palestine expliquée à tout le monde. C'est une discussion passionnante que vous avez avec un interlocuteur inconnu. J'en profite également pour... Une interlocutrice. Une interlocutrice, alors voilà, vous levez le voile sur cet échange. Et j'en profite pour remercier celles et ceux qui ont préparé cette émission. Rodi Eken, Roxane Poulain, Bertie Bourdon, à la réalisation Margot Page et Raphaël Rousseau à la technique ce soir.